Bonjour, mesdames, messieurs. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures électriques qui pourront désormais recharger leurs batteries à Rimouski et dans le Bas-Saint-Laurent. Mario De Ciccio, il y a 9 bornes électriques qui seront bientôt installées dans la région. Oui, c'est exact, Daniel. 9 bornes, dont 2 à Rimouski, la première au Centre d'information touristique et la deuxième à la rôtisserie Saint-Hubert de Rimouski. Les 7 autres seront installées sur les grands axes routiers de la région, notamment au Jardin Métis et à l'Aréna Trois-Pistoles. Donc, habituellement, les propriétaires rechargent leur batterie à la maison, mais là, un réseau comme celui-ci permet à l'automobiliste voyageur de se ravitailler en chemin. Il sera donc possible aux voyageurs de venir visiter la région de façon écologique. Alors, pour l'instant, c'est vraiment qu'une première phase d'un projet bien plus gros qui vraiment a comme intention d'assurer un futur pour l'énergie verte. Et à ce sujet, on écoute le maire Forêt ainsi que Pierre-Luc Desgagnés d'Hydro-Québec. Je pense qu'effectivement, on est en train de développer un circuit au niveau des véhicules électriques, donc un circuit qui place le Bas-Saint-Laurent, particulièrement à Rimouski, pour ceux qui ont des véhicules électriques, de pouvoir faire une recharge chez nous. C'est clair que dans ce qu'on envoie comme signal, c'est un signal concret qu'on veut vraiment tendre vers l'électrification de nos moyens de transport. Et c'est un premier geste qu'on pose. Premier geste peut-être modeste, mais à mon point de vue, très significatif. Aujourd'hui, on n'annonce pas une borne au milieu de nulle part. Là. On annonce un vrai corridor avec un centre névralgique là, à Rimouski, un vrai corridor de recharge qui va du Témiscouata jusqu'au Jardin de Métis. Donc, on voit qu'on en couvre quand même assez long et assez large. C'est une première étape. On veut développer à partir de ça et on veut s'assurer que les conducteurs du Bas-Saint-Laurent, puis également les gens de l'extérieur qui viennent dans le Bas-Saint-Laurent, puissent se recharger à leur convenance. Et donc, ça veut dire, Mario, que l'installation de ces bornes-là, ça permet de relier le Bas-Saint-Laurent au reste du Québec. Oui, en effet, Daniel. Donc, ces nouvelles bornes-là, en fait, font partie d'un circuit qui est partout à travers le Québec. C'est donc le circuit électrique présenté par Hydro-Québec. Et ça, c'est un réseau de plus de 175 bornes à travers le Québec, mises sur place par plusieurs partenaires, dont Hydro-Québec et Saint-Hubert. Alors, pour l'instant, je vous rappelle, ce n'est qu'une première phase, mais pour l'instant, bien sûr, il n'y a qu'une petite quantité de voitures électriques. On compte environ 1800 à travers le Québec. Donc, Hydro-Québec laisse savoir que plus la demande sera grande, plus le circuit électrique compte installer des bornes au Québec. Alors, on peut dire qu'on pourra bientôt faire le tour de la Gaspésie en voiture, peut-être. Et le nombre de voitures électriques risque d'augmenter aussi. Merci beaucoup, Mario, pour ces précisions. L'Union des municipalités du Québec demande au gouvernement d'inspecter immédiatement et de façon systématique les rails et le matériel roulant en fonction sur leur territoire. Les élus ont pris cette décision hier à la suite d'une réunion spéciale de leur comité exécutif. Cette mesure a pour but de rassurer la population sur la sécurité du système ferroviaire. Selon l'Union, les municipalités rencontrent des difficultés qui prennent de plus en plus d'ampleur avec l'augmentation du transport par train sur leur territoire. Le président de l'UMQ, le maire de Rimouski, Éric Forêt, précise que les installations de la compagnie de chemin de fer MMA, Montreal Main and Atlantic Railway, sont particulièrement visées. On veut qu'il y ait une inspection sur le matériel roulant de cette compagnie-là, s'assurer que ça répond bien aux normes et aux exigences actuelles. Ça, c'est le premier volet avant que les autorisations soient données. L'autre volet, on interpelle aussi le gouvernement fédéral pour faire le point sur où est actuellement rendu le développement de l'industrie ferroviaire, une industrie qu'on doit encourager quand on pense au développement durable. Mais il faut faire le constat de où on en est rendu. Est-ce que nos infrastructures sont adéquates? Est-ce que nos équipements roulants sont adéquats? Est-ce que la réglementation est adéquate aussi? Vous êtes témoin d'un événement, vous voulez nous faire part de nouvelles? Faites-nous parvenir vos images à montopo@tva.ca. Deux nouvelles dans le secteur minier. D'abord, ArcelorMittal cède son campement minier de Mont-Wright à son concurrent. L'entreprise Cliffs a déboursé 27 millions de dollars pour mettre la main sur 8 des 10 ailes d'hébergement de travailleurs du campement. Il a été acheté pour répondre aux besoins d'hébergement de l'entreprise après le démantèlement de son campement temporaire de 500 chambres à Fermont. La capacité d'hébergement de travailleurs de Cliffs à Fermont passe ainsi de 500 à 800 chambres. Ces unités supplémentaires pourront éventuellement être utilisées pour le projet d'expansion de la mine de fer mise sur la glace à la fin de 2012.
Et puis la compagnie minière Tata Steel a acheminé cette semaine son premier train de minerai de fer en direction du port de Sept-Îles provenant de son projet minier DSO situé près de Shefferville. Il transportait un chargement de 17 000 tonnes de minerai. Tata Steel a injecté jusqu'ici 300 millions de dollars dans un projet visant à exploiter d'anciens gisements que la compagnie minière IOC a abandonnés dans les années 80. La minière a choisi d'investir au Canada pour assurer elle-même l'approvisionnement de ses aciéries européennes acquises de Corus en 2007. Un handicap n'est pas toujours un obstacle pour les gens qui ont de grandes passions. Parlez-en à un pêcheur de saumon qui est un amoureux de la rivière Moisy sur la Côte-Nord sans jamais l'avoir vue. Voici ce qu'a préparé Alexandre Quentin. Gordon Gunt se prépare à une autre journée de pêche au saumon. Il en est à sa 41e saison sur la rivière Moisy. L'homme de 73 ans a perdu l'usage de ses yeux à l'âge de 30 ans. Il n'a jamais vu un saumon de cette rivière sauter sur sa ligne. Il explique qu'il est plus difficile pour lui d'anticiper le moment où le poisson attaquera. Cela retarde le temps de réaction par rapport à un pêcheur voyant. Les guides informent le pêcheur des courants, de l'angle de sa ligne, de la position du poisson avant qu'il morde et des obstacles de la rivière. Mais une fois le saumon bien accroché, Gordon Gunt bénéficie d'un atout. Il estime qu'il ressent davantage la tension sur sa ligne et prévoit mieux les sauts que fera le saumon. Ça lui permet de prendre de meilleures décisions pendant le combat. Au camp de pêche de la rivière Moisy, tout le monde reconnaît les talents de pêcheur de Gordon Gunt. Un merveilleux pêcheur. Pour employer un terme anglais de casting, c'est un des bons gars pour caster le saumon. Il fait attention à ne pas accrocher ses guides parce que il a toujours peur de. Il pêche haut, puis il fait attention, il pêche très bien. Gordon Gunt a réussi en affaires. À la tête d'une importante société d'investissement américaine, il a notamment créé l'équipe de hockey les Sharks de San José. Il a mis sur pied la fondation Fighting Blindness, qui a investi un demi-milliard de dollars au cours des 40 dernières années dans la recherche sur les maladies héréditaires de l'œil. Au fil des ans, Gordon Gunt s'est créé un album souvenir de ses séjours de pêche sur la rivière Moisy, un album constitué uniquement d'odeurs, de sons et de sensations de toucher. Là, il est venu à côté de moi, puis il est venu, il a touché au saumon, à terre, puis la longueur, puis la forme, puis c'était ça pour lui. C'est comme s'il voyait. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. Séance publique houleuse mercredi soir à Saint-Mathieu. Une résidence, Gisèle Ouellette, est en furie contre le maire qui refuse de raccorder sa demeure au service d'égout municipal. La résidente a jusqu'à mardi 13h pour débuter les travaux et rendre ses égouts conformes, sinon elle se retrouvera à la rue. Stéphane Tremblay. C'est à la période de questions que tout a dégénéré. Madame ici, à soir, là, OK, elle est sur le bord des larmes. Elle n'est pas capable de payer ça. Elle est sur l'aide sociale, c'est impossible. Je pense bien que Saint-Mathieu, monsieur le maire, c'est incroyable. On parle, OK? Vous parlez, OK? On entend partout au Québec qu'on dit, OK, que là, il y a du harcèlement, il y a toutes sortes de choses. C'est de la cruauté mentale. Après Gisèle Ouellette, sa fille de 20 ans aussi est devenue colérique. Le maire Yvon Ouellette soutient encore que si la résidence avait été raccordée en 1998 lors des travaux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça aurait été vraiment beaucoup plus simple si elle avait été dans la zone urbaine. Elle aurait été, c'est pas vraiment elle, mais les propriétaires de l'époque auraient été obligés de se brancher. Alors pourquoi ils ne l'ont pas aidé? Je vous laisse le trouver parce que moi, je n'étais pas là. Je me demande juste que vous dites la vérité. C'est pourquoi qu'en 1998, vous n'avez pas fait suivre de sanitaire avec le sur-aqueduc. Pourquoi? C'est-tu parce que vous avez fait des travaux dans l'illégalité? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi que là, elle voyait dans la merde avec ça? Vous êtes là pour agir comme bon père de famille. Un bon père de famille ou une bonne mère de famille, quand elle a un enfant qui est dans le trou, on y met pas sa tête. Vous comprenez qu'à un certain moment donné, nous autres aussi, on devient un petit peu exaspérés. Pour la première fois, des citoyens dans la salle ont démontré un appui à Mme Ouellette. Une collecte pourrait être organisée. Moi, je suis tout à fait d'accord que je vais être le premier à contribuer. La famille Ouellette a surtout besoin d'une entreprise spécialisée en excavation. Le temps presse, il est minuit moins une. Stéphane Tremblay, Saint-Mathieu.
La Sûreté du Québec est en mesure d'avancer qu'aucune personne de l'Est du Québec ne figure à la liste des 50 victimes de lac mégantic. Les enquêteurs doivent attendre d'avoir l'assurance des identités avant d'annoncer officiellement un décès à des proches. Mais le porte-parole de la SQ, Claude Doiron, suggère qu'il n'est pas exclu qu'une personne de la Gaspésie puisse être trouvée sur place au moment de l'explosion du convoi ferroviaire. Durant les premières heures, la SQ avait une liste de 2000 disparus qui a été ramenée à 50 au fil des jours. Rimouski va accueillir à partir de demain les championnats du monde de Scrabble francophone. Et voilà qu'à la veille de l'événement, une vingtaine de joueurs africains n'ont toujours pas obtenu leur visa pour participer à ces championnats. Des négociations sont en cours présentement avec les fonctionnaires d'Immigration Canada pour tenter de régler le problème. Jusqu'au 20 juillet, plus de 650 joueurs de Scrabble d'Amérique, d'Europe et d'Afrique vont jouer avec les mots et se disputer la victoire au Centre des Congrès sous la formule duplicate ou sous la formule classique. Un grand écran a été aménagé pour permettre au public de suivre les parties. Les simples citoyens sont aussi invités à se mesurer aux Scrabbleurs lors de la dictée des championnats qui aura lieu dimanche après-midi. La météo vous est présentée par Tourisme Port-Cartier. Escale coup de cœur, vacances bonheur. La météo n'est pas très compliquée ce midi, que du soleil aujourd'hui et pour les prochains jours, sauf pour les citoyens et les travailleurs de Fermont, où la pluie est au menu. En détail, ce soir et cette nuit pour la Rive-Sud, un ciel dégagé et étoilé partout, à Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts et Amqui, minimum entre 13 et 16 degrés la nuit prochaine. Sur la Côte-Nord, ce soir et cette nuit, là aussi dégagé pour Bécomo, Forestville, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, avec quand même des vents jusqu'à 50 km à l'heure. À Fermont, on prévoit des averses avec des risques d'orage minimum entre 11 et 15. Demain samedi, sur la Rive-Sud, du temps ensoleillé, mais avec un ennuagement en fin de journée pour Sainte-Anne-des-Monts et Amqui, des températures au-dessus des normales saisonnières, maximum 27 à Rimouski, jusqu'à 30 demain à Amqui. Sur la Côte-Nord, demain samedi, du soleil toute la journée avec un ennuagement en fin d'après-midi, des averses encore à Fermont, maximum demain sur la Côte-Nord du temps chaud, 24 à Bécomo et à Sept-Îles, un aperçu pour dimanche. Encore du soleil et du temps encore plus chaud, jusqu'à 27 sur la Côte-Nord. À 13h30, c'est l'émission La vie chez nous avec Éric Barrette. Le marathonien Patrick Deroy va présenter pour une 8e année son défi au profit de l'Association des handicapés gaspésiens, alors qu'il va entreprendre le 28 juillet une course de plus de 30 km entre Sainte-Félicité et Matane. Je vous souhaite à tous un bel après-midi. On se retrouve à 18h.